gabonais et de nombreux articles publiés dans des revues à comité de lecture. Également réalisatrice de 2 films documentaires sur les cultures urbaines du Gabon, elle était chargée des travaux dirigés en anthropologie pour l'Université de Lyon 2 durant 3 années, tout en développant une nouvelle recherche sur les réseaux de la world music africaine. Elle travaille actuellement à la publication de plusieurs ouvrages collectifs et un numéro de revue. Merci beaucoup pour cette présentation. J'en profite aussi pour remercier rapidement les organisateurs de ce magnifique événement auquel c'est un grand plaisir de participer. Alors, depuis la fin des années 80, les villes du Gabon, comme beaucoup de villes africaines, vibrent au rythme des sonorités hip-hop qui accompagnent les mobilités urbaines, les interactions citadines et les ambiances des bars populaires. Une industrie musicale s'est constituée autour de la diffusion du rap gabonais et l'appropriation de cette musique transnationalisée depuis son berceau américain a conduit certains artistes et certains jeunes Gabonais à vouloir affirmer du local par un processus d'indigénisation. Donc là, on voit aussi que la transnationalisation d'une musique conduit à la construction du local. Et en l'occurrence, ici, on a plusieurs artistes de rap au Gabon qui ont tenu à créer du local en se basant sur les patrimoines religieux et sur les sociétés initiatiques traditionnelles qui permettent pour eux de trouver les emblèmes de l'africanité et des traditions qu'ils recherchent pour se particulariser dans des réseaux internationaux de diffusion musicale. C'est notamment le cas du groupe Mauvaise Haleine, ici en photographie à l'occasion d'un spectacle, où il s'attache à faire parler une harpe sacrée, instrument typique des cérémonies initiatiques de Bwiti. Donc, en ce sens, ces musiciens s'inscrivent dans la continuité d'artistes et d'intellectuels qui, dès les années 1970, concoururent à faire du Bwiti et des sociétés initiatiques gabonaises un marqueur de leurs élans nationalistes à l'étranger. Pour le cas de Mauvaise Haleine, depuis leur installation en France et par leur spectacle à l'étranger, ils participent à la transnationalisation d'images, de symboles et de rituels religieux qui se voient parallèlement réinventés sur les scènes musicales. Alors pour vous donner, pour commencer, une brève illustration, alors là par contre ça n'apparaît plus, d'un spectacle, voilà c'est ici, de ce processus de mise en scène du Bwiti sur les scènes rap. Je voulais vous montrer ces images d'un spectacle qui s'est tenu en 2011 à Libreville et qui est organisé par le groupe Mauvaise Haleine qui s'intitule Le Show du Pays. Désolée pour le son si c'est pas parfait. Pour vous donner une illustration de l'ambiance dans les scènes musicales de Mauvaise Haleine et du public notamment. Alors là, il s'agit d'une formule de Bwiti qu'ils reprennent dans un de leurs textes et que le public répète. Donc, je n'avais pas pu ajouter sur le montage la traduction en anglais parce que je n'avais pas mon logiciel du montage, mais donc ce rappeur explique Africa needs to repossess, to reborn, and to reborn we need a historical divine conscience coming from the ancestors, that the ancestors sent us from God. Alors, dans la continuité de ces observations, où est passé mon PowerPoint ? Donc voilà, dans la continuité de cette petite présentation, ma présentation aujourd'hui interroge les transformations religieuses qui sont induites par les opérations de mise en scène du Bwiti observées chez certains groupes de rap gabonais, particulièrement chez le groupe Mauvaise Haleine. Donc je me base pour ce faire sur des données ethnographiques que j'ai collectées durant 7 années dans le cadre d'une thèse de doctorat en anthropologie que j'ai soutenue l'année dernière.
Donc, après avoir situé le travail de Mauvaise Haleine et leur démarche identitaire, je décrirai une situation de performance de ce groupe pour analyser l'usage qu'ils font de symboles issus du Bwiti et les logiques de décontextualisation, de métaphorisation et de resignification du religieux qui régissent ces néo-ritualisations. Je démontrerai alors que même si la mise en scène est principalement impulsée par un désir de particularisation, ces moments de performance musicale ritualisée ne sont pas pour autant exempts de toute signification religieuse. Pour terminer, je décrirai quelques modalités de la transposition de ces éléments religieux par-delà les frontières du Gabon. J'ai rapidement ajouté quelques statistiques après coup à mon PowerPoint pour vous donner une idée de la répartition des appartenances religieuses, même si, comme le notait très justement Alice ce matin, il faut voir les limites dans le sens où il y a énormément de multi-appartenances religieuses et des parcours de conversion très changeants, mais il s'agit des chiffres de statistiques de 2005 qui mettent 65% de chrétiens, à peu près 7% de musulmans et 13,5% de religions traditionnelles, mais il y a énormément de multi-appartenances. Alors concernant le groupe Mauvaise Haleine, il s'agit d'un groupe de rap qui a été créé à Libreville en 1991 autour de quelques élèves du lycée national Léon Mba et qui est ensuite devenu un duo constitué de Laure Descomindon et Matseigneur Lion. Alors, l'un est de l'ethnie Fan du nord du Gabon, l'autre de l'ethnie Vungu du sud du Gabon, et tous deux sont issus des classes moyennes et ils ont grandi dans les quartiers populaires de Libreville. Aujourd'hui, l'un des plus célèbres et des plus anciens groupes de rap gabonais, le duo est considéré comme l'un des rares à avoir conservé une forte dimension revendicatrice, à la différence d'artistes qui ont participé à des campagnes politiques en faveur du pouvoir en place. Les membres de Mauvaise Haleine résident aujourd'hui tous deux en France, à Nantes, où ils possèdent une notoriété locale et où ils s'impliquent particulièrement dans les mouvements afrodescendants et noirs de France. Alors, cette connexion aux minorités noires de France découle chez Mauvaise Haleine d'une démarche identitaire centrée autour de l'affirmation de l'africanité et du retour aux sources, entreprise que l'on peut analyser comme une forme de réafricanisation. Alors, la notion de réafricanisation, elle tire ses origines d'idéologies d'indépendantistes africains, par exemple Amilcar Cabral, qui œuvrait pour une réafricanisation des esprits, en d'autres termes, pour un retour de l'Africain vers des origines et des sources culturelles qui auraient été transfigurées par le déracinement colonial. Hormis cet usage politique et idéologique durant les indépendances, la notion de réafricanisation, elle a aussi été réinvestie par des chercheurs en sciences sociales pour analyser des phénomènes culturels observés dans les sociétés afro-américaines, principalement, et là c'est intéressant, dans l'étude de la transnationalisation des religions. Par exemple, Stefania Capone au Brésil ou Pauline Gage aux États-Unis ont souligné ce processus en œuvre dans la recréation de cultes d'origine africaine, qu'ils soient Yoruba ou Akan, et les mobilités transnationales sur lesquelles ils reposent. Alors moi, dans la continuité de ces études, j'emploie cette notion pour qualifier un phénomène de production ou de reproduction de pratiques et de traits identitaires qui sont définis par les artistes, donc émiquement, comme originellement africains ou précoloniaux et qui sont censés résoudre des situations de désordre identitaire. Or, pour Mauvaise Haleine, comme pour quelques rares autres acteurs initiés aux rites et sociétés secrètes existant au Gabon, cette repossession d'un soi africain s'acquiert en large partie par le travail religieux et par la connaissance de savoirs symboliques locaux. Leur quête identitaire trouve une voie de résolution idéale dans le Bwiti, ce rite inspiré du culte des ancêtres et qui met en jeu un parcours de rencontre avec cette ancestralité. Donc ce rite initiatique emploie un hallucinogène local et il est issu d'ethnies du sud du Gabon, mais répandu dans une large partie des groupes ethniques gabonais avec des syncrétismes et des ramifications fonctionnelles. Alors aujourd'hui, le Bwiti fait également l'objet d'une forme de mise en tourisme de la part d'Occidentaux qui viennent s'initier au Gabon. Donc, chez Mauvaise Haleine, le rapprochement des sociétés initiatiques locales, elle découle de proximité familiale et d'un environnement dans lequel ils ont grandi, mais ça a aussi été fortement accru par l'appropriation de cette pratique musicale étrangère, le rap, et par le désir de davantage mettre en avant certains patrimoines locaux pour contrebalancer l'adoption d'esthétiques nées aux États-Unis. Donc, comme l'expliquait Matseigneur Lion dans l'extrait que je vous ai montré précédemment, en parlant de reposséder une conscience historico-divine, c'est par le canal des ancêtres que s'acquiert la connaissance d'un soi profond, antidote à l'état actuel de quête identitaire. Alors aujourd'hui, avec Mauvaise Haleine, ce champ religieux, il fait l'objet d'un déplacement pour s'insérer dans le domaine du spectacle et de la musique rap.
Par exemple, la harpe sitar ngombi, instrument typique des veillées de Bwiti, est devenue une marque de fabrique du groupe par le moyen du sampling instrumental, d'une mise en scène de l'instrument lors des spectacles et d'une référence dans leurs morceaux à une commune appartenance à une communauté de la harpe qui est sacralisée comme dans le rite du Bwiti. Alors, je vous ai mis un court extrait de ce morceau qui s'appelle La communauté de la harpe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend principalement dans le morceau l'instrument mungongo, qui est un autre instrument typique des veillées initiatiques, un arc musical. Donc on voit sur le flyer que je vous ai mis à gauche, donc l'instrument du haut. C'était un court extrait. Donc là, ils appellent la harpe à leur jouer une mélodie pour sauver des âmes et pour entrer en contact avec les ancêtres. Donc par la suite, dans le reste du morceau, je vous montrerai un autre extrait après, on a plus le phrasé typique du genre rap. Donc les membres du groupe procèdent fréquemment, comme on le voit ici aussi, dans leur scène, à des reprises de phrases chorégraphiques, de formules responsorielles, de maquillage ou de costumes, voire même de séquences rituelles issues de ces sociétés initiatiques. Leur activité scénique conduit en ce sens à ce que l'on peut analyser comme une forme de métaphorisation de certains objets rituels qui sont recontextualisés dans le cadre séculier de la scène musicale. Donc la notion de métaphorisation, elle renvoie à beaucoup d'études sur le religieux, notamment André Marie qui en a discuté ou bien Daniel Hervieux-Léger, mais on la retrouve aussi dans le domaine de la musique, dans les travaux de Steven Feld, qui l'utilise pour parler de l'éclatement des sons de leur source d'origine, leur recontextualisation et leur resignification, en insistant particulièrement sur la place du religieux dans ce processus. Alors pour comprendre comment opère ce phénomène dans le cadre du rap gabonais, il est important de noter que la transposition des symboles religieux des temples de Bwiti aux scènes rap, elle induit des opérations d'ajustement et de sélection qui sont permises par la structure même du Bwiti. Alors, en effet, cette institution religieuse, elle est régie en partie par le sceau du secret, et la transmission du savoir ésotérique accompagne les étapes de franchissement de la hiérarchie initiatique, l'initié s'engageant à respecter les interdits entourant la divulgation de certains mythes. Une partie du rituel se déroule à l'abri des regards, sous l'autorité des aînés initiatiques. Mais l'initiation comporte aussi une dimension accessible aux profanes et ouverte à tous. Donc la cérémonie de sortie du jeune novice se déroule durant une veillée ouverte aux non-initiés, qui sont installés dans un endroit spécifique du temple, le mbanja ou le corps de garde, dont j'ai mis une photographie ici. De même, les symboles, les couleurs et les objets sur lesquels repose l'organisation symbolique sont visibles de tous les présents, mais leur sens reste crypté pour les profanes, de même que la nature des tensions et des enjeux de certains mouvements des initiés lorsqu'ils traversent le temple et dansent autour de la torche. Donc, comme d'autres artistes initiés qui reprennent ces traditions religieuses, Mauvaise Haleine respecte la ligne de division structurant le Bwiti entre le champ du profane et celui de l'ésotérique. Ils emploient des symboles, des dictons et des images du Bwiti, mais ne divulguent pas pour autant sur scène le contenu métaphorique de ces objets. Ainsi, cette métaphorisation du religieux et son emploi dans d'autres sphères du social ne sont pas synonymes d'un grand mélange de symboles décontextualisés de toute portée symbolique. On voit qu'il y a toujours un respect d'une codification donnée. Alors, en outre, si l'on observe de façon détaillée des situations de mise en scène rituelle dans les spectacles musicaux, on voit que les incorporations religieuses dans les scènes de rap ne sont pas significatives d'une totale dissolution des fonctions d'efficacité rituelle et symbolique des objets employés ou d'une seule ambition métaphorique folklorisante, on va dire. Alors pour le spectacle que je vous ai présenté en introduction, il me semble que c'est une bonne manière d'approcher ces questions-là. Donc ce spectacle, il marquait le retour à Libreville du duo perçu depuis l'élection de 2009, donc les élections présidentielles de 2009, où Mauvaise Haleine avait été perçu comme l'un des rares groupes ayant conservé une position d'extériorité des activités politiques. Donc face à un public venu très nombreux, la performance du duo, que vous avez vu, a été introduite par
un rituel particulier qui était un rituel de purification par le feu. Alors qu'un harpiste installé au centre de la scène jouait des notes dans l'obscurité, un bouitiste vêtu d'un pagne coloré de rouge et de tiges de roseau montait sur scène en portant une grosse torche de résine d'okoumé qu'il a posée au milieu de la scène et qu'on voit ici. Donc il s'est ensuite saisi de longues tiges de roseau qu'il a enflammées pour balayer le devant de la scène, reprenant cette pratique de purification et de protection par le feu effectuée durant les veillées de bouitie. Les deux bouitistes organisant ce rituel, des initiés qui connaissent et soutiennent le travail de Mauvaise Haleine depuis plusieurs années, ont ensuite cédé la place aux artistes qui ont poursuivi le spectacle durant 2 heures, enchaînant les morceaux appelant à la conscientisation et à l'enracinement culturel. Alors, quelques jours plus tard, l'un des 2 membres du groupe, Matt Seigneur Lyon, que vous voyez en introduction, m'expliquait ainsi la nature de ce rituel. C'est une mise en scène, en fait, un petit clin d'œil à la tradition du Gabon. Parce qu'entre griffes, traditionnellement, avant de commencer une séance, une réunion, comme c'était le cas là, il faut symboliquement purifier par le feu. Donc on a juste repris ça comme une petite mise en scène. Il n'y avait rien de particulier, mais quand on commence ce genre de réunion, on estime qu'il faut que l'endroit soit balayé, que tout le monde soit bien installé. Ça, c'est de la création artistique, c'est tout. Alors, selon ces explications, le désir de créer une mise en scène artistique aux accents traditionnels constituerait le motif exclusif de recours aux éléments bouitistes, employés comme vecteur d'affirmation d'une identité gabonaise ou comme clin d'œil à la tradition du Gabon. Donc ici, le rituel deviendrait un signe particulariste, brandi en dehors de sa signification symbolique. Toutefois, en arrière-plan de cette réponse, on remarque que le rituel bouitiste est aussi sélectionné car il constitue le moyen d'une purification des lieux considérés comme nécessaires au bon déroulement de l'événement. Alors par la suite, un des initiés qui avait réalisé le rituel m'a donné une autre explication en remarquant que cette mise en scène était censée protéger les artistes des attaques qui pourraient survenir par des voies mystiques. Dans un climat d'instabilité politique pesant depuis l'élection présidentielle et dans la situation relativement marginale de Mauvaise Haleine, qui s'était présentée comme un groupe extérieur aux activités ou opposant, il convenait de protéger la scène et les présents des éventuelles attaques ou représailles susceptibles d'advenir. Donc, il me semble que ce que montre cette description ethnographique, c'est que même si la mise en scène est principalement animée de désirs de particularisation et d'utilisation métaphorique, les matériaux invoqués ne sont pas exempts de toute signification religieuse, puisqu'ils sont employés dans une visée de protection et de purification face à des menaces qui s'expriment dans le registre du surnaturel. Donc, avant de terminer ma contribution, je voudrais rapidement arriver à la situation actuelle de Mauvaise Haleine et aux répercussions de leur installation en France, puisque l'un d'entre eux y réside depuis presque 15 ans et l'autre s'y est installé depuis 4 à 5 ans. Donc, avec ces spectacles sur les scènes de hip-hop à l'étranger et leur mise en scène du bouiti, ils la partagent en direction d'autres territoires et d'autres publics. Ils sont désormais inscrits dans les réseaux de la diaspora africaine et gabonaise de France et ils y organisent souvent des spectacles, des conférences, des activités ou des échanges dans les réseaux afrodescendants militant pour les causes des minorités noires. Alors, ils œuvrent notamment beaucoup autour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage tous les 10 mai et autour des revendications, autour des réparations de l'esclavage. Donc ici, je vous ai mis une photo d'une mise en scène et d'une performance qu'ils ont effectuée à l'occasion de cette commémoration de l'abolition de l'esclavage à Nantes en 2012. Donc, avec l'éloignement des temples de bouiti et des cérémonies, la difficulté à obtenir certains matériels ou certaines plantes requises pour les rituels, la pratique du bouiti se fait plus rare et plus complexe à mettre en place, mais le rattachement à cette société religieuse n'en est pas moins présent chez les artistes, notamment dans leur musique, où ils font connaître auprès d'un plus large public les pratiques religieuses du Gabon. Alors, j'ai ainsi pu rencontrer à Libreville, en 2011, un jeune métis français, originaire de Martinique, venu au Gabon sur les conseils d'un des membres du groupe, afin de trouver dans le bouiti des réponses à ses questionnements identitaires sur ses lointaines origines africaines. Parallèlement à cette diffusion du bouiti à l'étranger, la musique, les performances et les explications que Mauvaise Haleine apporte à propos du bouiti durant leurs spectacles dans les villes de France ou d'Afrique contribuent à la production d'images de la nation gabonaise à l'étranger et à réunir les Gabonais de la diaspora autour du retour à ces pratiques religieuses considérées comme plus authentiques. Alors, pour conclure, ma présentation me semble révéler que le travail de métaphorisation religieuse et de recontextualisation rituelle auquel procède Mauvaise Haleine relève en réalité plutôt d'une néo-ritualisation et d'une resignification religieuse qui trouble elle aussi les frontières entre sacré et séculaire, entre le spectacle et le rituel.
On voit aussi ici que ce travail ne peut être compris en dehors d'une prise en considération de la démarche identitaire de ce groupe. Tout en produisant un patrimoine national, leur œuvre s'inscrit dans une dynamique globale concernant l'ensemble du peuple noir et des sociétés ayant été victimes de la colonisation, de l'esclavage et des mécanismes de transformation culturelle qu'ils ont induits. De même que des études dans les sociétés afro-américaines ont démontré le rôle majeur des pratiques religieuses dans les processus identitaires et les revendications politiques des Afro-Américains, ces observations soulignent que le domaine religieux s'enchâsse également avec les processus identitaires de ces artistes. Dans leur musique, le matériau religieux se voit métaphorisé puis transnationalisé, la transnationalisation accroissant la dilution de la portée symbolique du rite, sans pour autant perdre l'ensemble de son efficacité symbolique. Alors s'il me reste juste un instant, je voulais vous faire écouter un dernier morceau où on entend un petit peu plus la harpe musicale qui introduit le morceau en question. Yo, on est les rares des sites qui participent par l'artistique à rendre la life moins artistique, activiste, des claquettes. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant et je vous remercie pour votre attention. Merci Alice. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Alice. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler parce qu'il y a tellement de résonance avec le terrain uruguayen. Enfin, c'est fou, les termes utilisés, les démarches, les processus. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et notamment cet enchâssement en fait, entre l'usage du religieux dans des revendications identitaires et donc l'articulation avec les positionnements politiques qui sont des positionnements politiques qui aussi relèvent de positionnements qui dépassent la nation en fait, transnationaux. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et je ne connaissais pas le travail de Steven Feld avec l'idée d'éclatement des sons. Moi j'avais parlé de signifiants fragmentés justement parce qu'ils ne sont pas forcément pris dans leur totalité rituelle, etc. Donc voilà, j'ai juste une question qui paraît peut-être un petit peu précise, mais est-ce que tu sais, dans les enregistrements, s'ils utilisent des samples, qu'est-ce qu'ils utilisent comme enregistrement de la harpe et de l'arc? Est-ce qu'ils font enregistrer en studio? Et du coup, parce que c'est important que les instruments ont un pouvoir, et du coup, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, ou alors est-ce qu'ils samplent, du coup, quels enregistrements? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériau musical pour les chansons où apparaissent les instruments, quoi? Est-ce que ça a une importance, la manière dont ils le font? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, j'avais vu beaucoup de résonance avec ta présentation et voilà, il y a encore beaucoup de liens à effectuer. Alors, juste pour revenir par rapport au travail de Steven Feld, je trouve ça intéressant parce que ça fait écho aussi à d'autres approches sur le religieux. Il y avait Françoise Champion qui parlait également de cet éclatement de certains, je crois que c'est le terme qu'elle employait aussi, de certains éléments religieux en dehors de leur contexte. Alors maintenant, pour ce qui est des enregistrements, comme beaucoup de rappeurs, Mauvaise Haleine va puiser dans une multiplicité de référents différents. Pour ce qui est des morceaux de harpe et d'arc musical, ils jouent eux-mêmes de la harpe et de l'arc. Donc Lord Comindon est harpiste et Matt Seigneur Lyon, lui, il joue plutôt de l'arc musical. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable agentivité des objets musicaux. Pour le cas du Bwiti, Julien Bonhomme a fait un article récemment sur ces questions-là. Et ils reprennent également ce pouvoir rituel, ce pouvoir de connexion avec les ancêtres et ce pouvoir de faire parler les ancêtres de la harpe. Mais on le remarque d'autant plus à l'occasion des scènes musicales où ils construisent leur mise en scène autour de cette agentivité des objets. Maintenant, après, toute la question qui est posée, c'est la question de la légitimité des artistes à le faire. En l'occurrence, eux sont initiés et ils affirment, même si le fait d'être initié est censé être secret, mais il est relativement connu qu'ils sont initiés. À l'inverse, il y a énormément d'artistes durant une longue période qui n'étaient pas initiés, mais qui allaient puiser dans les matériaux religieux initiatiques ces éléments de particularisation nationale. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Nathalie, tu avais une question? Oui, mais en fait, vous venez de répondre. Je me demandais s'ils étaient initiés et puis quel était leur rapport avec le Bwiti et s'ils avaient choisi ce répertoire juste pour répondre à une volonté locale de nationalisation et d'internationalisation du Bwiti ou
ou s'ils se sont prononcés là-dessus, parce que j'étais très étonnée de lire les paroles du musicien qui disait finalement c'est simplement une mise en scène et de la création. Je veux dire, venant de la part d'un initié, ça m'avait beaucoup étonnée. C'est pour ça que je voulais vous poser la question de savoir quels étaient leurs liens avec la tradition et s'ils s'étaient prononcés sur ce choix de répertoire, parce qu'ils auraient pu en choisir d'autres pour transnationaliser, je veux dire, l'identité gabonaise ou... Oui, effectivement, la question est très, très pertinente dans le sens où on peut difficilement concevoir la nature et les enjeux de cette ritualisation, dans le cas de ces mises en scène métaphoriques, sans voir vraiment les parcours singuliers de chacun des acteurs. Et en l'occurrence, pour Monseigneur Lyon et Laure des Comindons, il ne s'agit pas des mêmes approches du Bwiti. L'un s'est initié assez tardivement et plutôt au Bwiti fan, parce qu'il y a différentes variantes du Bwiti, donc Laure des Comindons, et il est relativement éloigné d'une pratique qui serait restée très présente dans son quotidien, puisqu'il habite en France depuis une quinzaine d'années. Tandis que Monseigneur Lyon, que vous avez vu intervenir, lui, il s'est initié à 2 différents rites de Bwiti, le Bwiti Misoko, le Bwiti Disumba. C'est quelque chose qui est très présent dans son environnement familial et qui est resté toujours très présent dans sa pratique quotidienne, dans le sens où, en résidant en France, ils essayent de poursuivre une connexion avec, on va dire, la société, les pères initiateurs avec qui ils se sont initiés, les Nganga avec qui ils sont initiés, que ce soit par le biais du téléphone ou lors de leur retour en France, au Gabon, pardon, où ils organisent des cérémonies de Bwiti. Maintenant, pourquoi est-ce que Monseigneur Lyon insiste sur cette dimension de mise en scène ? Parce que le Bwiti, là c'était difficile pour moi d'en parler davantage, mais il me semble que ce n'est qu'un des volets de leur démarche plus ample, cette démarche identitaire, et ils tiennent clairement à établir une distinction entre un rap religieux et un rap tel que eux ils le font. Et de la même manière qu'ils s'emparent du Bwiti, ils vont aller convoquer des langues traditionnelles dans certains morceaux, ils vont aller convoquer le Mvet également, une épopée mythique du peuple fan, et ils vont convoquer tout un ensemble d'éléments dont le Bwiti participe. Il y a aussi toute cette esthétique égyptocentriste qui est très présente dans leur travail, et c'est pour ça que j'avais mis cette photo à la fin, où on voit derrière les pyramides, où ils se mettent en scène là-dedans. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que Matt tenait à rappeler qu'il s'agissait purement d'une mise en scène, et également parce qu'on était dans une situation d'entretien où je filmais, et où il ne tient pas nécessairement le même discours en coulisses quand ils sont en train de préparer la mise en scène et de préparer ces protections, notamment face à des attaques mystiques qui pourraient survenir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, merci pour cette présentation très fouillée sur ce groupe de rap. Mais moi, j'aurais voulu savoir quelle est sa place finalement dans le paysage du rap au Gabon et plus généralement en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et ce qui m'a frappé aussi dans le premier extrait de vidéo, c'est que le public m'a semblé principalement masculin. Donc c'était une question sur le public, et quel type de public ils ont. Est-ce que c'est un public masculin, féminin, ou en termes de génération aussi? Et troisième question, depuis qu'ils sont partis en France, quel est leur rapport justement au public gabonais? Est-ce qu'ils ont pu conserver ce public gabonais, ou est-ce que finalement en partant ils s'y sont coupés voilà. Merci beaucoup d'éléments dans ces questions. J'espère que j'aurai le temps de répondre à tout. Alors, concernant d'abord la place dans le paysage du rap au Gabon et en Afrique centrale, Mauvaise Haleine est un groupe, je ne vais pas dire fondateur du mouvement rap au Gabon, mais qui s'inscrit dans la 2e génération, celle qui a véritablement installé le rap gabonais, et il reste l'un des groupes les plus célèbres au Gabon. Maintenant, leur approche religieuse et leur approche identitaire les situe quand même dans une position particulière vis-à-vis de toute une mouvance actuelle qui est beaucoup plus tournée vers ce qu'on pourrait appeler un rap d'animation, qui vise à faire danser et à décrire, ou en tout cas à dessiner des ambiances urbaines, à parler des filles, des relations de genre, de la fête dans les boîtes de nuit, et que Mauvaise Haleine considère comme occidentalisée. Ensuite, Mauvaise Haleine, il y a toute une école derrière eux aussi, de slammeurs et de rappeurs qu'ils ont formés, et auprès de qui ils ont diffusé cette approche idéologique assez particulière. Et à l'inverse, il y a tout un autre mouvement vis-à-vis desquels ils sont en opposition, et qui est plus tourné vers, on va dire, le divertissement, et également vers la participation à des scènes politiques et à des meetings politiques tels qu'on peut en voir à chaque fois lors des élections présidentielles. Certains artistes ont également pu critiquer le fait qu'ils fassent du rap Bwiti,
en mentionnant, je les cite, qu'on n'est pas là pour initier les gens au Bwiti. C'est pour ça que Mauvaise Haleine essaye de se situer aussi en expliquant qu'eux, ils ne cherchent pas à initier les gens ou à pousser à l'initiation, mais qu'il s'agit juste d'un élément parmi d'autres qui constitue le fondement de l'identité africaine et gabonaise. Pour le reste de l'Afrique, Mauvaise Haleine fait partie de ces réseaux du hip-hop africain et de tout un ensemble de scènes de festivals qu'on voit notamment au Burkina Faso avec Ouaga Hip Hop, mais également au Sénégal avec des groupes tels que Daraji Family et Didi Awadi, qui sont tous tournés vers une africanisation du rap et qui tendent aussi à se rapprocher avec les scènes de la world music. Donc Mauvaise Haleine fait partie de cette tendance-là et voilà, ils ont tourné sur beaucoup de scènes de hip-hop de cet ordre-là. Et en France aussi, ils entrent en contact avec des personnes qui sont intéressées par la musique africaine et par l'initiation au Bwiti notamment. Le public, oui, alors peut-être que les images ont un petit peu menti, mais le public est quand même relativement mixte, quoique les scènes elles-mêmes et le réseau du rap gabonais soient essentiellement masculins et qu'il y ait très peu de femmes qui réussissent à se faire connaître sur les scènes de hip-hop. Mais on a beaucoup de femmes qui participent de la production du rap dans les coulisses, soit à titre de fans, soit dans ce qu'on peut appeler les groupies, et qui constituent une catégorie très importante, il me semble, dans le soutien et dans, on va dire, l'organisation économique des réseaux du hip-hop, mais c'est quelque chose qui est difficile d'entrer en détail là-dessus maintenant. Le rapport au public gabonais, maintenant qu'ils sont en France, la dernière question, c'est assez difficile. Par le biais de Facebook et d'Internet, ils continuent à avoir un fort impact, notamment parce qu'il y a désormais beaucoup de radios qui vont aller entrer en contact avec les artistes qui sont en Afrique du Sud, au Sénégal, au Burkina Faso pour des études ou en France, et par ce biais-là, ils récupèrent leurs morceaux qu'ils diffusent ensuite. Et Mauvaise Haleine, ils ont toujours, on va dire, une espèce d'antenne de production à Libreville qui continue à faire diffuser leurs clips dans les télévisions, à faire passer leurs messages. Et il y a aussi cette équipe de slammers et de rappeurs qui se revendiquent comme leurs disciples, et qui continuent à faire diffuser leurs messages. Maintenant, il y a des réelles difficultés politiques qui amènent à ce que Mauvaise Haleine ait des craintes quand ils reviennent au Gabon, liées à certains blocages que des personnes ont pu rencontrer, du fait du pouvoir en place qui va récupérer les passeports ou empêcher de renouveler les passeports une fois que les personnes sont revenues au Gabon. Voilà, je ne veux pas faire trop long, j'espère avoir pu répondre quand même. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup.